Tambwe Shindi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bon anniversaire, vous avez fêté 2 ans, le 4 août, depuis que le chef de l'État avait signé son ordonnance pour l'existence du PDDRCS. Que retenir de son actif depuis 2 ans que vous pilotez ces programmes? Oui, merci beaucoup. Effectivement, le 4 juillet 2021, le chef de l'État a pris une ordonnance pour créer le nouveau programme de désarmement, de démobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation, PDDRCS. Et le 4 août, effectivement, le chef de l'État a pris une autre ordonnance pour mettre en place la coordination que nous dirigeons du PDDRCS, une coordination nationale. En ce qui concerne les réalisations multiples, nous avons, comme vous le savez déjà, j'en ai déjà parlé à maintes reprises, nous avons eu à travailler sur les états déliés pour les 5 provinces. Et nous avons eu des résultats très positifs. Ces résultats nous ont conduits à mettre en place la stratégie nationale du PDDRCS. C'est un grand document que nous avons produit qui rassemble en fait les desiderata de la population. Et ce document, comme c'est un document très vaste, mais qui est encore mi-oué, qui a été validé le 4 avril 2022, nous avons dit travailler encore pour que nous puissions rendre opérationnelle la stratégie nationale. Ainsi, nous sommes mis dans le travail de produire ce que nous appelons le plan opérationnel pour chaque province. Un plan qui tient compte de la réalité de chaque territoire, de chaque groupement, de chaque tribu, mais aussi de chaque province. Nous avons commencé à Ituri, nous sommes allés dans les Tanganyika, nous sommes venus au Sud Kivu, après le Sud Kivu, nous sommes arrivés au Maniema, et du Maniema, dernièrement, nous avons eu un travail aussi du plan opérationnel provincial pour le Nord Kivu, sachant effectivement la situation que nous avons connue de la guerre et de l'insécurité ne nous permettait pas de pouvoir nous engager dans la ville pour inviter tout le monde. Mais gloire à Dieu, c'est un pari gagné aujourd'hui. Nous avons réuni à Goma tous les chefs de secteur, tous les chefs de chefferie, les administrateurs de territoire, les femmes, les jeunes, la société civile. Et nous nous sommes retrouvés avec toutes les autorités provinciales, mais également nous avons réussi à amener les membres du comité de pilotage jusqu'à Goma pour travailler. Et ça, c'est un produit très important. Maintenant, nous sommes à une phase où nous devons matérialiser la plupart, donc tous les plans d'action qui ont été conçus à travers les 5 POP ou plans opérationnels provinciaux. Maintenant, nous devons passer à la phase d'élaborer des projets concrets. C'est-à-dire, pour chaque activité, il faut un projet qui est bancable et aussi chercher qui doit être le partenaire qui doit exécuter l'activité qui est traitée. Vous revenez d'une mission de travail au Nord Kivu, comme vous venez de le souligner tout à l'heure. Vous avez organisé un atelier des plans d'opération provinciaux dans les 5 provinces prioritaires. Dans quel contexte sécuritaire compliqué avec la recrudescence des groupes armés nationaux du Ouazalène? Oui, c'est vrai, au Nord Kivu, comme dans le Sud Kivu, l'Ituri particulièrement, nous avons une nouveauté des groupes armés qui se sont mis ensemble et qui s'appelle aujourd'hui Ouazalène.
nous avons eu le courage, en tout cas, de les inviter pour qu'ils comprennent ce que nous faisons exactement à travers les plans opérationnels. Parce que chaque fois, les gens disent le PDDRC, on ne connaît pas ce que ça fait, on ne connaît pas ce qu'il a tenté de faire, il est méconnu. Alors, au cours de cet atelier, nous avons eu la grâce d'inviter toutes les couches, inviter également cette catégorie de personnes qui s'appellent Wazalendo pour qu'eux aussi, ils voient ce que nous faisons et les projets communautaires qui sont arrêtés. Et nous étions heureux de voir qu'ils ont contribué d'une manière ou d'une autre en donnant des idées sur ce qui peut être le site de désarmement, là où on peut mettre la démobilisation, mais également des types de projets de réinsertion et de réintégration pour les communautés. C'est vrai, au début, c'est un contexte particulièrement compliqué, mais nous sommes en train de travailler sur la sensibilisation. C'est un contexte très difficile, compte tenu de la guerre qui est au Nord Kivu. Et de temps en temps, nous prenons la mesure juste pour essayer de sensibiliser ces groupes armés, pour leur montrer que après la guerre, après avoir pris les armes, il y a un temps pour les armes et il y a un temps pour la paix. Maintenant, nous sommes dans une phase où nous devons aller vers la paix. Nos Alendo, généralement, ils se disent qu'ils sont en train de combattre pour protéger le pays. Bon, nous comprenons, mais nous devons comprendre aussi qu'il y a des principes. Si quelqu'un voudrait être Muzalendo, il y a des règles. Et ces règles doivent être édictées par l'État. Jusqu'à ce jour, la loi ne connaît pas les milices. Et donc pour nous, notre mission, c'est de désarmer les groupes armés. Désarmer les milices, mais les démobiliser et les réinsérer dans la vie communautaire. Voilà. Bon, qu'est-ce qui est à la base de ces conflits contre l'international? Vous savez, l'Est de la RDC a connu plusieurs vagues de guerres, mais également d'insécurité. S'il faut revenir sur la question des guerres à l'Est, la cause profonde des groupes armés et de la guerre, c'est d'abord, il faut le reconnaître, c'est l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Si l'État est restauré, si les attributs régaliens d'un État sont restaurés, en tout cas, nous ne pouvons pas avoir de groupes armés. Les groupes armés sont une conséquence, premièrement, des conflits. Il y a plusieurs types de conflits. Je peux parler dans le travail que nous avons fait. Nous avons découvert qu'il y avait 8 types de conflits. Et ce sont ces conflits qui sont à la base de la sécrétion de groupes armés. Un exemple pratique, c'est que nous voyons la naissance de conflits identitaires, qu'on appelle également des conflits ethniques ou des conflits tribaux. Ces conflits sont partout en RDC. Mais ces conflits peuvent être accentués dans un lieu ou dans un autre. À l'Est, ces conflits ont pris de l'ascenseur, à tel point que chaque communauté ou chaque tribu pense se protéger, non pas par l'État, mais par eux-mêmes. Et ils créent ce qu'ils appellent autodéfense. Et voilà comment il y a eu la prolifération
de représailles à cause de ces conflits que vous connaissez. Mais également, il y a des conflits liés à la succession du pouvoir coutumier. Si vous voyez partout en République démocratique du Congo, on vous dit 450 tribus et nations. Et lorsqu'on a 450 tribus, il y a également un problème de chef coutumier. Chaque tribu a son chef coutumier. Et la loi 00015 qui fixe le statut du pouvoir coutumier a disposé que lorsque le chef coutumier meurt, c'est soit son fils qui le remplace immédiatement. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y a des régents, donc l'enfant ou le fils du chef coutumier n'a pas encore l'âge pour diriger, alors il y a celui que la famille a désigné pour aider jusqu'à ce que celui qui est le prédisposé puisse atteindre la majorité pour prendre le pouvoir. Mais à un moment donné, celui-là s'autoproclame. Et ça crée des problèmes. Un chef, il était polygame. Alors on dit, bon, comme il avait 3 ou 4 femmes, qui a le droit? Est-ce que c'est la première femme, c'est l'enfant de la première femme, de la deuxième? À un moment donné, le chef désigne selon son bon vouloir. Et à un moment donné, quand il meurt, les autres disent non. Pour le moment, la 4e va prendre alors qu'il y a un premier ou deuxième. Et ça pose un problème. Il y a aussi donc des conflits liés aux concessions ou à l'accès à la terre, qu'on appelle les conflits fonciers. Et ça, dans l'est de la RDC, c'est très récurrent et ça a pris de l'ascenseur. C'est vrai, vous avez remarqué également, parmi ces conflits aussi, un peu d'Allemagne Ndombe. Dernièrement, ça a aussi rebondi, le problème d'accès à la terre. La loi sur la loi foncière doit être adaptée pour que chaque citoyen se sente libre dans son pays. Et la plupart de ces conflits qui sont nés ont une dimension très violente, à telle enseigne qu'on n'ose même pas être en mesure d'atténuer encore ce conflit. C'est le cas dans les Touris, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, et dans le Massissi, c'est encore pire. Dans le sud Kivu aussi. Mais il y a également des conflits qui sont liés à l'accession, c'est-à-dire à l'accession et à la gestion de l'espace environnemental. Par exemple, à l'est, j'ai vu, la plupart des parcs nationaux sont à l'est. Et il y a toujours, depuis 1924, il y a le premier parc a été installé, c'était encore sous la colonisation, a été installé à l'RDC. Et ce conflit qui a résulté du fait que des populations ont été chassées de leurs terres au profit d'érections des parcs nationaux ou des aires protégées, comme au Virunga, dans le Maïko, l'Omami, et Garamba et ailleurs, il y avait des populations. Mais quand vous les rencontrez les autochtones, ils vous disent, oui, on nous a chassés de terres de nos grands-parents, mais ils n'ont pas été indemnisés, et maintenant il y a un problème d'accès à la terre, il y a maintenant un problème foncier, mais nous ne savons pas. Et là où on nous avait jetés, à un moment donné, on se trouve que les fonciers deviennent minimes, les enfants sont nés. Tu vois, là où, si en 1924, en 1925, 1915, on était peut-être 50 000, aujourd'hui, on est à 1 million. Il y a un problème d'accès maintenant à la terre. Il y a tout un temps
de problèmes. Et donc ici, le PDLSS a essayé d'identifier 8 types de conflits. Et ces 8 types de conflits ont été à la base de la création des milices. Évidemment, ces conflits ont accentué la paupérisation de la population, c'est-à-dire la pauvreté est venue s'ajouter maintenant et rendre la chose la plus compliquée. Voilà un peu les causes de conflits et guerres à l'est de la RDC. Les coordonnateurs provinciaux du Nord Kivu et Sud Kivu ont suspendu leur activité. Ils demandent la libération de leur collègue Willy Adib Delitouri qui est aux arrêts à Bunia pour détournement que vous, les coordonnateurs nationaux, vous n'avez jamais dénoncé publiquement. Oui, d'abord il faut fixer l'opinion en disant que les deux coordonnateurs n'ont jamais suspendu leurs activités. Par contre, ils se sont insurgés sur la manière dont le coordonnateur avait été d'abord appréhendé par le service de l'ordre et la manière dont il a été arrêté et envoyé en prison. Bien entendu, à ma qualité de coordonnateur national du PDLSS, je ne peux que déplorer l'incident qu'il y a eu. Et je pense qu'il y avait d'autres moyens administratifs par lesquels nous devrions régler les différences, par lesquels les questions qui sont liées aux finances doivent être réglées, doivent être suivies, c'est-à-dire il faut un contrôle, il faut ceux qui sont chargés de faire l'audit de finances publiques, de contrôler et de sanctionner, doivent être mis à contribution. Tel n'a pas été le cas. Et donc, je me dis qu'il peut y avoir d'autres raisons, mais à ma qualité, je suis en train de suivre. Je voudrais moi-même comprendre les mobiles et nous pensons que nous allons trouver des solutions par rapport à toute cette question de liturgie. Je saisis cette opportunité pour dire que d'abord la population doit se calmer par rapport à ce qui est arrivé. Nous sommes en train de suivre la situation, mais également, à ma qualité, je prends toutes les dispositions nécessaires pour que pareille situation n'arrive plus dans d'autres provinces, n'arrive plus dans d'autres territoires, mais que l'administration, les règles administratives puissent être poursuivies normalement.